Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Qualité Logicielle, la chaîne qui vous permet d'apprendre à livrer des logiciels de qualité. Donc je suis Ayman et avec vous aujourd'hui je vais vous montrer Jenkins. Dans cette partie, on va déjà comprendre pourquoi Jenkins, pourquoi il a été créé, d'où vient l'utilité de Jenkins. Donc c'est une partie très théorique. On va savoir un peu de l'histoire, du développement logiciel, jusqu'à savoir c'est quoi Jenkins et l'utiliser pourquoi. Et ce sera une première vidéo dans une série de vidéos qui parle de Jenkins et qui va vous apprendre à travailler avec Jenkins. Donc notre premier slide, ce sera le cycle de vie d'un développement logiciel. Donc, ce qu'il faut savoir, que depuis la nuit des temps, depuis les premiers logiciels, le cycle de vie d'un logiciel n'a pas nécessairement changé. Donc, on prend, tout d'abord, on fait une analyse de ce qui est requis. Donc, on demande, voilà, notre objectif, c'est de créer, par exemple, j'en sais rien, un site web qui va donner des cours ou un blog où je vais donner des articles importants pour le client. Donc, une phase de planification. Donc, dans cette phase de planification, on va planifier comment le site web va être, c'est quoi les articles qu'on va faire, on va parler un peu partie technique, on va faire le design, par exemple la partie UI et tout le reste. On va développer, on va tester et on va déployer notre logiciel. Donc ça, c'est vraiment la vie normale d'un logiciel, peu importe le logiciel qu'il soit web, par exemple un site web, une application web, par exemple comme FreshBook ou un truc comme ça, ou une application desktop, ce qu'on appelle une application desktop, par exemple, c'est Excel, Word ou autre. Donc peu importe l'application, elle suit le même cycle de développement. Donc, quand le développement a commencé, on utilisait ce qu'on appelle le modèle waterfall. En français, c'est le modèle cascade. Donc, dans ce modèle-là, le développement logiciel est de la suite. On fait la partie discovery, la partie analyse des requis, on fait le design, après on fait le code, on fait le test, on fait le déploiement et on fait la maintenance. Donc la particularité de cette méthodologie-là, c'est qu'on développe tout, mais tout le logiciel. Admettons qu'on veut développer le logiciel Excel, par exemple, on va développer tout le logiciel Excel et après ça, on va commencer à intégrer les différentes parties et on va donner à l'équipe test qui va tester ce logiciel pour voir est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'on n'a pas un problème d'intégration d'un module ou d'un autre et, et on va voir est-ce que le logiciel il fonctionne correctement comme on veut. Le problème de cette méthodologie ou le problème euh, que le développement avec cette méthodologie A, c'est que ça prenait beaucoup de temps parce qu'on devait développer tout le logiciel et on ne savait pas c'est quoi les problèmes d'intégration qu'on allait retrouver. Et là, parfois, on perdait beaucoup de temps parce qu'on a tout un tas, parfois des mois ou des années de travail qu'on dump une seule fois vers des testeurs qui vont essayer de trouver les failles et qui doivent tester tout le logiciel en même temps. Donc cette méthode-là, c'était la méthode utilisée auparavant. Donc après, vu les problématiques qu'il y avait avec cette méthode-là, la méthodologie de travail, elle a changé et la méthodologie agile est née. Donc la méthode agile, elle est née d'une vraie problématique, d'un vrai besoin, c'est de faciliter le travail au lieu de faire des mois de développement. Par exemple, je vais donner un exemple. Admettons qu'on crée, par exemple, pour les gens euh, un peu qui se rappellent de Age of Empires, par exemple, le jeu Age of Empires. Donc,
ce jeu-là va être développé en entier et il va être donné aux testeurs pour voir est-ce que tout cela fonctionne. Donc, vous comprenez, un jeu vidéo, donc il va pas être développé dans des semaines, hein. Ça prend des mois et parfois dans certains jeux, euh, ça prend des années et des années. Donc, juste prendre, développer le tout jusqu'à la fin, perdre des années, puis commencer à faire de l'intégration des parties et se rendre compte que ça ne marche pas, c'est pas vraiment très productif. Donc cette méthode agile, elle permet de développer des parties du logiciel. Donc on va faire donc la même chose. Donc c'est la même chose. On va faire l'analyse des requis, le planning, le design, le coding, le testing. On va avoir un feedback. Donc après, on fait le développement d'une fonctionnalité par fonctionnalité. On fait ça. Donc là, on arrive ici. Soit c'est pas bon, on revient. Donc daily meeting. Et après, on commence encore à corriger les bugs qu'on a fait. Ou c'est bon, ça peut être déployé. Par exemple, un site web, par exemple, le site Facebook, donc il a été créé, déployé, et là, on ajoute une fonctionnalité par fonctionnalité. Chaque fois, on ajoute, par exemple, la fonctionnalité de like, par exemple, la fonctionnalité de commenter, par exemple, la fonctionnalité d'envoyer un cœur, ou je sais pas quoi. Donc, à chaque fois, on fait le même travail agile. Au lieu de développer le like, le commentaire, l'envoi du cœur, tout ce que vous voulez, on va faire une chose par chose. Donc, on va faire le développement du like. Donc, on va besoin, c'est de faire du like. On va faire, voilà, planifier. On va faire le design du like, comment on le veut faire. On va le coder. On va tester dans l'équipe test. Donc, l'intégration, puis l'équipe QA pour tester la fonctionnalité. On va avoir un feedback. Si c'est bon, on peut le balancer directement dans le site. Et là, ça nous permet de travailler d'une manière euh, assez rapide et on pourrait faire des déploiements assez fréquents, par exemple quand on parle de site web. Donc, cela signifie que à chaque fois, on a une version de logiciel qui est stable. Donc, si on compare avec la méthode cascade, donc peut-être que les 3 4 premières versions du logiciel, parce qu'on a fait du débugage sur les remontées de l'équipe QA et tout, et on a trouvé des problématiques, donc on n'a pas de version qui marche. Donc là, si on aura des versions qui marchent à chaque fois, donc on a une version qui marche, qui peut être déployée en production. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Facebook, donc le site web il marche. Donc nous on teste, on code, on fait notre code, on teste. Et là, si ça marche, c'est bon, on peut déployer. Si ça marche pas, on va faire du débugage. Et ça, sans impacter la production, parce que les gens ils peuvent toujours utiliser le site. Donc, ce qu'il fallait, c'est de trouver une méthode. Donc, le défi de l'intégration des développeurs ici, c'était de faire une approche qui faisait des releases rapidement. Donc, que je m'explique. Donc, à chaque fois, donc voilà, on va faire une modification. Donc, prenons l'exemple de Facebook avec le bouton j'aime. Donc, on est en train de développer le bouton j'aime et tout. Il faut que je le pousse rapidement à l'équipe test pour qu'il puisse tester ses fonctionnalités. Et c'est là où est né le concept de l'intégration continue. Donc, ici en français, CI en anglais, donc Continuous Integration. Et cette méthodologie, elle nous permet de pousser de pousser des logiciels rapidement vers l'équipe de test. Donc, l'intégration continue, c'est quoi? Donc, c'est une pratique d'ingénierie agile. Elle nous permet de construire et de tester automatiquement les changements qui ont été faits au système de version par le développeur.
Donc, selon Martin Floyer, donc je vous laisser un lien pour savoir c'est qui Martin Floyer et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc, l'intégration continue est une pratique de développement de logiciels où les membres d'une équipe intègrent fréquemment leur travail. Habituellement, chaque personne intègre au moins quotidiennement, ce qui conduit à plusieurs intégrations par jour. Chaque intégration est vérifiée par un build automatisé, y compris le test, pour détecter les erreurs d'intégration le plus rapidement possible. Donc, imaginons que vous êtes un développeur, donc vous êtes en train de développer une fonctionnalité. Donc, prenons le bouton j'aime. Vous êtes en train de développer la fonctionnalité bouton j'aime, mais voilà, il y a un autre collègue qui est en train de développer la fonctionnalité d'envoi de cœur. Donc tu as fini ton développement, tu vérifies tes tests unitaires et tout, tu envoies ton code à être vérifié et tu l'envoies vers le logiciel de versionning. Par exemple, un Git. Tu utilises Git pour envoyer ce que tu as ajouté au code, tes modifications, pour les avoir dans le code que utilise tout le monde, pour le code que vous utilisez pour le développement, pour le déploiement. Donc là, donc, en même temps, ton ami aussi, il était en train de développer l'envoi du cœur. Lui, il a pu finir l'envoi du cœur. Et là, lui aussi, il va faire un push de ces informations-là. Donc, il va l'envoyer vers le système de contrôle de version. Et donc, vous voyez ici, par exemple, deux personnes pour faire une intégration d'un bout de code le même jour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, par exemple, si travaillez sur des débugages, peut-être que vous avez deux, trois tickets où vous êtes en train, par exemple, admettons que sur un ticket, il y a une faute d'orthographe qu'il faut corriger, un autre ticket que un bouton n'est pas aligné, un autre ticket où il faut ajouter des majuscules, des trucs comme ça. Je dis des trucs un peu simples pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, et là, vous travaillerez la même journée sur les trois tickets et vous les ferez donc et vous allez envoyer vers le système de version. Donc et là, votre code il sera intégré au code global. Donc il vous faudra un moyen pour générer une version, ce qu'on appelle une snap si vous voulez. Donc c'est une version image du code actuel que vous allez donner à l'équipe intégration pour qu'elle teste, elle vérifie ce que vous avez fait. Et c'est pour cela qu'on parle d'intégration continue. Donc c'est un système automatisé qui va faire cette intégration, qui va à chaque fois envoyer cette version. Donc ce qu'il faudrait afin de faire cette intégration continue, donc il faudrait un premier besoin, c'est un système de contrôle de version, donc où on va stocker le code source, ce code source, avant d'être stocké, il doit être vérifié par l'équipe et il agit comme la source unique de vérité. Donc le code source là, le code source, c'est votre noyau, donc rien ne doit aller dans ce code source avant d'être testé donc par les développeurs, donc les tests unitaires. Il doit être vérifié par une autre personne. Donc vous êtes en train de créer votre code, vous envoyez à un collègue qui va vérifier que votre code va bien, que vous n'avez pas fait des erreurs, vous allez faire des tests unitaires et tu pourras envoyer ton code vers le système de contrôle de version. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le système de contrôle de version, là où vous mettez tous vos codes, c'est vraiment la source de vérité. C'est vraiment votre Bible, quoi. Il faut que vous envoyiez que ce qui est bon, que ce qui marche. Donc, le deuxième besoin afin de faire l'intégration continue, donc c'est la construction automatisée et tests unitaires. Donc, il suffit. Donc, vous êtes un développeur, vous êtes en train d'écrire votre code, il marche sur votre machine. Ça suffit pas. Il faut que chaque commit qui parvient au système de contrôle,
il doit être généré et testé par un serveur d'intégration continue indépendant. Il ne faut pas juste que ça marche sur votre machine et c'est parce que ça marche sur votre machine, ça va marcher chez tout le monde. Non, c'est pas vrai. Parce que voilà, sur votre machine, vous aurez fait peut-être plusieurs développements en même temps, vous aurez fait plusieurs changements en même temps, donc ça peut marcher, mais tout ce que vous avez fait ne reflète pas ce qu'il y a dans le source code. Donc et là, il faut vraiment que ça soit vérifié et testé par un autre serveur d'intégration qui est indépendant du vôtre. Donc, donc le troisième besoin, c'est le feedback. Donc, chaque développeur, après avoir fait un commit, il doit avoir un feedback. Et donc, quand on a une modification, donc on fait une modification, vous êtes développeur, vous faites une modification. Donc, vous faites, voilà, générer cette modification, vous faites un commit, vous devez recevoir dans la mesure du nécessaire, une notification par mail, ou si vous utilisez, je sais pas, Slack, par exemple, vous recevez une notification Slack et tout, que votre code a été bien commité, ou qu'il y a une erreur, ou autre, parce que ce feedback il est très très important dans cette étape-là, très très important dans cette étape-là, puisque vous saurez est-ce que votre code il a bien été commité, donc tout va bien, ou il n'a pas bien été commité et qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et il faudrait, le quatrième besoin, c'est un accord de méthodologie de travail. Donc, tous les membres de l'équipe, il faut qu'ils pratiquent, qu'ils ont une pratique consistante à l'enregistrement progressif de leur travail. Donc, admettons, donc vous êtes développeur, vous êtes en train de développer la fonctionnalité pour faire des commentaires. Donc, le premier développement que vous avez fait, c'est par exemple un bouton où vous cliquez, ça vous donne un autre champ où vous pouvez mettre votre commentaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple décortiquer le truc. Faire le bouton en premier, là, tester, générer, comité et tout, et après faire le champ qu'on va voir après. Donc cela nous permet d'avoir un code source euh, qui, qui reflète la progression de ce qu'on fait. Admettons, si par exemple vous faites tout en même temps, peut-être que vous trouverez beaucoup de problèmes euh, à intégrer votre code. Parce que là, ce qu'il faut se comprendre, c'est la priorité, c'est de résoudre tous les problèmes de build qui surviennent. Donc, il faut pas aller vite. L'objectif, c'est pas d'aller vite, mais d'avoir un code stable. Donc, à chaque fois, votre source code, il doit être stable. Donc ici, je parle, vous pouvez être développeur, mais vous pouvez être aussi un intégrateur. Donc il y a un débugage qui a été fait et euh, c'est un intégrateur qui fait les tests. Donc il est en train de tester et là c'est peut-être lui qui va envoyer le code testé, le code testé vers le système de versionnage. Donc, l'intégration continue, elle nous résout la partie du développement du flux de travail. Donc, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez du premier slide, je vais revenir ici. Donc, ici, donc on est à peu près là. Si je reviens ici, c'est plus simple. Donc, on est là. Donc, ça, et nous résout cette partie-là. Donc là, il nous fait de l'intégration continue. Donc automatiquement, à chaque fois qu'un développeur ou un intégrateur, il push un code vers le système de versionning, il a été vérifié, testé et tout. Donc il commit. Le système, là, il fait une intégration continue. Donc il nous intègre notre code dans le code et nous génère une version snap rapidement pour qu'elle soit testée. Donc on est là, ici, dans cette partie-là. Donc, depuis le coding vers la partie test. Ce qu'il faut savoir ici, quand on parle de la partie test,
On parle aussi de la partie intégration. Donc, on revient ici. Donc, voilà. Donc, dans la partie de développement du flux de travail, donc, elle nous résout principalement la partie développement. Problématique, c'est que la livraison de logiciels ne se limite pas à une livraison des développeurs. Donc, elle ne se limite pas aux développeurs qui nous livrent une fonctionnalité à l'intégration, mais il existe des processus de test, que ce soit manuel et automatisé. Donc, la partie QA, donc vous êtes un QA ingénieur ou QA testeur, donc il faut que vous vérifiez que ça répond aux exigences de qualité du logiciel. Et après, il faut la partie publication ou déploiement chez le client final. Donc, et c'est là donc, qu'a été créée la méthodologie DevOps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ère pré-DevOps, donc chaque équipe était un peu responsable de son propre travail. Les développeurs s'occupaient de la partie développement des fonctionnalités, ils donnaient aux intégrateurs, les intégrateurs ils faisaient leurs tests machin, ils donnaient l'équipe QA assurance, donc assurance qualité, donc aux testeurs si vous voulez. Donc et cette équipe-là, c'est elle qui était responsable d'envoyer faire la production. Euh, Ce processus parfois était un peu trop long et douloureux parce que les gens savaient qu'on fait des travaux collaboratifs. En plus, entre les testeurs et les développeurs, on a toujours cette tendance à dire ah non mais c'est le développeur qui n'a pas fait le boulot, ah non mais c'est l'équipe test qui n'a pas bien fait son boulot et tout. Donc donc cette partie-là était vraiment longue, douloureuse, parfois était très coûteuse aussi. Donc, et c'est là qu'a vu le jour une nouvelle méthodologie de travail qui s'appelle le DevOps. Donc, on va voir c'est quoi le DevOps. Donc, le mouvement DevOps, il est issu de la méthodologie agile. Donc, il insiste fortement sur la nécessité de collaboration entre toutes les équipes impliquées dans le développement d'un logiciel, que ce soit les développeurs, les intégrateurs, les testeurs ou autres parties prenantes, donc la partie opérationnelle. Donc, en plus de la collaboration étroite, il nous faudrait l'automatisation de chaque étape de process de livraison avec un feedback constant. Donc, la livraison continue fournit un cadre pour atteindre les objectifs DevOps grâce à l'automatisation et beaucoup de feedback. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dans la méthodologie DevOps, on a bien sûr l'intégration continue, mais on aura une autre méthode qui s'appelle Continuous Delivery ou la livraison continue qu'on va voir juste après. Cette méthode-là, elle nous permet de faire la livraison en automatique. Donc, si on revient dans notre slide, celui-là. Donc, si on prend ce slide-là pour la méthodologie d'Agile. Donc, on fait la fonctionnalité, le planning, le design, on code, on envoie l'intégration, donc en automatique, donc on continuous integration. Et là, donc l'équipe de test, elle teste, elle fait tout. Donc, s'il dit OK, elle devrait appuyer juste sur un bouton. Boum, par magie, on a tout qui part automatiquement vers le release, vers la production. Donc, prenons l'exemple de Facebook. Donc, avec le bouton j'aime, donc on a fait tout ce qu'il faut, on a codé, on a envoyé l'intégration automatiquement. Donc, on a appuyé sur le bouton et l'intégration a reçu la snap. Donc, ils ont fait leur test, ils ont appuyé sur un bouton, boum, envoyé vers l'équipe QA test. Et là, donc, vous êtes testeur, vous faites des tests, tout va bien, machin, vous dites no go, no go du software. Donc, vous avez dit go, tout va bien, on va déployer. Donc, vous appuyez sur le bouton, boum, et vous trouvez la nouvelle fonctionnalité sur le site de Facebook. Donc, on va revenir. Cette méthodologie DevOps, donc cette
la, la livraison continue. Donc, c'est vraiment juste une extension de l'intégration continue, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est, voilà, l'intégration continue elle automatise le process de la création, de création des versions de Snap. La livraison continue, elle automatise le process de la livraison finale vers le client. Donc là, et tout ce process-là, donc le premier développeur, lui, il fait un commit, boum, ça déclenche tout un processus qui est automatique. Donc, il commit son soft, on voit qu'il y a des modifications, on fait une intégration continue, boum, l'équipe d'intégration reçoit leur snap, ils font les tests, boum, il envoie vers l'équipe validation, au QA, au test, tout ce que vous voulez. Cette équipe-là, elle fait les tests afin de voir la qualité du soft et est-ce qu'il répond à toutes les exigences fonctionnelles. Boum, elle envoie en production. Donc, et tout ça est fait d'une manière assez automatique, assez indolore. Donc, et cette méthodologie-là, elle nous garantit qu'on est en mesure de publier rapidement les nouvelles fonctionnalités chez les clients. Donc, moi je suis Open Classroom pour les gens qui connaissent. Donc là, je suis logué, je suis utilisateur, je peux me loguer, je peux lire les cours, je peux suivre des parcours diplômants. Ce que nous, côté, on va ajouter une fonctionnalité, par exemple, de payer directement sur le site. Ce qu'on fait, donc les développeurs, ils font leur développement et on va faire l'intégration. L'intégration, et on va vers l'équipe validation. L'équipe validation, donc, et Ligo, on en va vers la production. Donc, on en va. Et après, dans cette fonctionnalité-là, on veut, par exemple, dans le premier développement, on a dit que juste que les cartes françaises CB qui sont pris en compte. Après, on peut dire que non, 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 on a changé d'avis, on veut que toutes les cartes, que ce soit françaises ou pas, issues d'une banque française ou pas, qu'elles sont acceptées. Donc, on va faire encore nos petits développements. Donc, et dès qu'on finit, boum, un commit, automatiquement, ça part chez l'intégration, qui font leur travail, leur test, boum, ils envoient vers l'équipe validation, qui fait son travail. Et là, on est prêt. Donc, à chaque étape, on est prêt de voir c'est quoi les modifications qui ont été faites, c'est quoi les fonctionnalités, les corrections de bugs qui ont été faites, et de déployer rapidement en production parce qu'il me suffit d'appuyer sur un bouton, boum, il n'y a pas d'erreur, on est sûr de ce qu'on fait, ça va partir directement en production. Donc, on reprend toujours Martin Floyer, qui a inventé le terme de livraison continue. Ce qu'il nous dit, c'est la livraison continue est une discipline de développement logiciel où vous construisez des logiciels de manière à ce que ces derniers puissent être mis en production à tout moment. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, quand le développeur il développe le truc et qu'il est validé et tout, c'est qu'on est prêt à tout moment à envoyer en production. Donc, c'est vraiment, on a un clic de bouton et on est prêt, boum, automatiquement à partir en production. Donc je rappelle que je mettrai un lien dans la description pour savoir c'est qui Martin Floyer et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc, et là, c'est toujours selon Martin Floyer. Donc, pour effectuer une livraison continue, on a besoin d'un logiciel, ok, d'un logiciel qui est déployable à tout moment de son cycle de vie. Donc l'équipe elle donne la priorité au maintien du logiciel déployable plutôt qu'au travail sur la nouvelle fonctionnalité. Donc par là, ce qu'il faut, c'est que le logiciel, à chaque moment, il peut être déployé donc en production. Donc le source code, donc, vous envoyez pas n'importe quoi dans le source code. Il faut que c'est pas juste moi j'ai développé une nouvelle fonctionnalité, je vais l'envoyer source code et machin. Non, non, non. Il faut que votre soft il soit déployable à tout moment. Le client demain il vous dit ah non non mais moi vous m'avez promis des fonctionnalités que j'ai pas encore reçues, moi je les veux aujourd'hui, il faut que boum, tout ce que vous avez vous pouvez l'envoyer rapidement en production. Donc
n'importe qui peut obtenir un feedback rapide et automatisé sur l'état de préparation de la production et des systèmes chaque fois que quelqu'un y apporte une modification. Donc là, vous êtes deux équipes qui sont en train de travailler sur le même soft. Donc chaque équipe fait une brique. Donc n'importe quel développeur, il fait une modification. Boum, vous êtes testeur ou manager ou je ne sais pas quoi, mais vous voulez vérifier que à chaque moment, c'est quoi les modifications qui ont été faites, vous pouvez le faire. Donc, il faut que ce soit très simple à vérifier. C'est quoi la modification qui a été faite et l'état de la préparation. La préparation de la livraison. Est-ce qu'elle est en intégration, elle est en validation ou on est prêt à l'envoyer vers le client. Donc, la dernière chose, c'est que vous pouvez effectuer des déploiements par bouton poussoir de n'importe quelle version. Donc là, vous avez une version X, vous faites des développements, version Y, version Z, et là, vous dites non, mais il faut qu'on déploie la version X. Donc à chaque moment, la direction elle dit oh, il faut déployer la version X pour X raisons. Boum, on appuie sur un bouton poussoir, boum, la version X, elle est partie vers la production. Donc les deux derniers autres besoins, c'est une relation de travail étroite avec toutes les personnes impliquées. Donc avec la méthodologie DevOps, il faut que tout le monde soit impliqué, que ce soit développeur, intégrateur, testeur, management, la partie opérationnelle. Tout le monde soit impliqué dans la livraison du logiciel. Il n'y a pas vraiment une personne qui est plus impliquée que d'autres ou qui est plus responsable que d'autres. On est tous responsables sur la livraison du logiciel. Il y a aussi le dernier point, c'est l'automatisation étendue de toutes les parties possibles du processus de livraison, généralement à l'aide d'un pipeline de déploiement. Donc, le pipeline de déploiement, on va voir après c'est quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la méthode DevOps, donc, et le continuous delivery, c'est que toutes les étapes, et je répète, toutes les étapes qui peuvent être automatisées, il faut qu'elles soient automatisées. Il faut qu'aucune étape qui peut être automatisée, on la laisse en manuel. Parce que c'est là qu'on se crée des problèmes, quoi. On se tire des balles dans le pied. Donc, le continuous deployment, donc, toujours dans la méthode DevOps. Donc souvent, les termes livraison continue et déploiement continu sont utilisés comme des synonymes. Cependant, bah là, c'est des concepts qui ont des significations différentes. Donc, la livraison continue, vous avez la possibilité de déployer fréquemment en production. Cela ne signifie pas nécessairement que vous automatisez le déploiement. Donc voilà, vous pouvez vous aurez peut-être besoin d'une approbation manuelle avant le déploiement en production. Donc là, ce qu'on est en train de dire, là, c'est le continuous delivery. Donc là, la continuous integration, boom, intégration. Donc là, on envoie dans l'acceptance test. Et là, ça, ce qu'on appelle la livraison continue. Donc, le déploiement se fait manuellement. Donc, on a besoin d'une approbation manuelle pour faire le déploiement. Ici, quand on parle de continuous deployment ou déploiement continu, tout est fait automatiquement. Donc, après la partie acceptance test, on n'a pas besoin d'une personne ici afin qu'elle le fasse manuellement, mais c'est fait automatiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est des grandes boîtes. Donc, c'est des grandes boîtes comme Netflix, Amazon, Google et Facebook. Ils font ça. Ils font donc ce qu'on appelle le CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc, c'est l'intégration continue et déploiement continu. Ce qu'il faut savoir, une chose qu'il faut noter, qu'on ne peut pas faire de Continuous Deployment ou déploiement continu sans passer par la case livraison continue, Continuous Delivery. Donc, mais juste pour les gens qui sont un peu perdus. Donc, si on prend notre schéma là. Donc là, c'est Continuous Integration. Bon, ça c'est fait automatiquement, ça part à l'intégration. Le Continuous Delivery, ça passe ici. Boom. Donc l'intégration
delivery automatique, boum, à l'équipe acceptance test. Et le continuous déploiement, ça se passe ici. Donc, entre l'acceptance test et la production. Pour donner un exemple très concret, donc admettons que vous créez un site web pour la CNCF. Donc, vous faites un changement, je sais pas, on va ajouter des gars, vous faites des changements nécessaires. Boum, committez votre programme. La partie continuous intégration, donc l'automatisation de tous les process, boum, et l'envoie vers l'intégration Snap. L'intégration a fait son travail, boum, automatiquement, on voit que le travail était fini. On envoie automatiquement à la partie acceptance test, donc à la partie QA test. Donc la partie acceptance test, ils finissent leur travail. Il y a un job qui vérifie, boum, on vérifie. Ah, ils ont fini leur travail automatiquement, ils ont dit que c'était bon, automatiquement on va envoyer vers la production. Donc voilà. Juste pour revenir à l'exemple de Netflix, Amazon, Google et Facebook, parfois ils peuvent envoyer en production plusieurs fois par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des sites web, c'est assez simple et assez intéressant de envoyer rapidement le logiciel, ce que vous faites, tant que ça ne touche pas tout ce qui est paiement, vers la production. Parce que, si vous vous rappelez bien, Mark Zuckerberg, il disait toujours qu'il faut aller vite, même si dans le monde du web, il faut aller vite, même si notre site, à certains moments, il n'est pas opérationnel. Donc, you have to go fast, even if you break things. Donc, même si on détruit des trucs, il faut aller vite. Parce que dans le monde du web, ça se passe comme ça. Donc, le CI/CD, donc Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc, on va voir c'est quoi les pipelines de déploiement. Donc, les pipelines de déploiement sont les noyaux de livraison continue. Donc, on peut l'utiliser pour automatiser toutes les étapes. Donc, la génération, le test, la publication. Cette utilisation de ces pipelines elle présente beaucoup de nombreux avantages. Ces pipelines nous permettent ou permettent à toutes les parties prenantes de surveiller la progression, élimine les frais généreux et tout le travail manuel. Donc, fournir un retour d'information rapide et plus important, renforce la confiance dans la qualité du code. Donc, par exemple, vous êtes manager là et vous voulez savoir la version 10, elle est en EO. Donc, vous vérifiez dans votre pipeline, boum, elle est là, elle est en intégration. Donc, ils sont en train de faire ça. Elle va partir, ils disent, ils estiment qu'il reste 1 heure de travail et après, elle va partir en validation en acceptance test pour que, après, ils font leur travail. C'est très important ça dans la méthode de DevOps parce que c'est là où on a ce feedback à tout moment, on sait où on est et qu'est-ce qu'il reste à faire et tout se passe vraiment en automatique. Pas besoin à chaque fois, bon, on a généré une version Snap, l'intégration fait son travail, ils doivent générer une version manuelle, ça prend 3 heures pour générer manuellement, regrouper tous les blocs et tout. Donc ils livrent à l'acceptance test et la même chose jusqu'à la partie production. Parce que je vais donner un exemple que j'ai vécu, c'est que parfois, ce qui peut arriver en équipe intégration, ils se sont trompés sur une version d'un des composants. Donc on a un composant final, donc un logiciel final, mais il intègre plusieurs modules, donc plusieurs autres petits composants. Et sur un des composants, ils se sont trompés, ils ont tout fait bien leur travail, ils ont bien testé et tout, mais puisque le passage de l'intégration vers la validation était manuel, donc ils se sont trompés, ils ont pris la mauvaise version
Et ça prenait, à ce temps-là, ça prenait 3 heures pour qu'ils fassent ça manuellement. Donc, ils ont perdu 3 heures. Nous, à tout vérifier, on a perdu 1 heure à tout vérifier. On se rend compte que ça marche pas parce qu'ils se sont trompés. Donc, faire un feedback et attendre que, voilà, l'équipe intégration refasse, régénère euh, tout le soft pour nous. Donc, c'est vraiment, je dis, c'est vraiment une grosse perte de temps et d'énergie. Et voilà, le temps, par exemple, si vous devez être livré aujourd'hui, d'accord, et vous avez 10 jours de travail. Donc, si c'est généré manuellement et la personne s'est trompée, donc ce qui va arriver, c'est par exemple que peut-être vous aurez la bonne version le lendemain ou 2 jours après. Et donc, euh, ça vous réduit votre temps de travail. Donc, au lieu de faire 10 jours de travail, donc de travailler dans la bonne humeur, vous allez faire 8 jours de travail. Et là, vous serez stressé, vous aurez plus de pression, euh, euh, vous n'aurez pas le temps peut-être de tout finir, donc vous serez dans ce qu'on appelle le crunch time. Donc, il faut travailler rapidement et faire beaucoup de choses en même temps pour que vous faites tout, tout votre travail. Et donc, c'est là, le CI/CD, donc l'intégration continue, livraison continue ou déploiement continu, ça vraiment, c'est un gain de temps et vraiment, ça aide toutes les équipes. Donc, là, pour les outils pipeline, euh, afin d'automatiser les différentes étapes, on aura besoin de plusieurs éléments, de plusieurs outils. Le premier élément, c'est un système de contrôle de version, par exemple Git, donc un outil d'intégration continue, exemple Jenkins, donc un framework de test tel que Selenium, XUnit, pour exister divers tests. Donc un référentiel binaire tel que Artifactory, ça c'est pour stocker les artefacts de construction. Donc un outil de gestion de configuration tel que Ansible, un tableau de bord unique pour rendre la progression visible à tous, et des commentaires fréquents, des feedbacks si vous voulez, sous forme de mail ou de notification Slack si vous voulez. Donc ce n'est pas tout, donc vous aurez également besoin d'un seul outil capable de rassembler tous ces outils pour atteindre l'objectif CI/CD. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les outils, on les connaît un peu, Git, Jenkins, Selenium, Artifact, Ansys, un tableur, machin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin d'un outil, un seul outil qui rassemble le tout pour faciliter le boulot. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie à gérer tout, à chaque fois gérer un outil spécifique. Donc, sinon on n'aura pas atteint l'objectif CI/CD qu'on veut. Donc, les outils, donc il existe un grand nombre d'outils CI/CD, hein, que ce soit qui viennent de l'open source et qui sont gratuits, ou qui viennent de ce qu'on appelle les logiciels closed source, donc qui viennent de, par exemple, un logiciel open source, ce sera par exemple Linux, un autre closed source, par exemple, ce sera Windows. Donc, Linux, on sait, par exemple, si on prend Ubuntu ou autre, on sait le code source, on le sait, on le connaît, tout le monde peut le voir, il est partageable, on peut le voir, le modifier et tout. Windows, on ne connaît pas le code source. Donc, là, ce que vous voyez ici, c'est une matrice de différents CI/CD outils qu'on peut trouver dans le marché. Donc, il y en a plusieurs et plusieurs licences différentes avec plusieurs méthodologies de hosting. Donc là, on peut par exemple trouver Atlassian Bamboo, Bitbucket, AWS, CodePipeline, Azure, etc., etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est le Git là, parce qu'il y a une version gratuite, donc licence OSS, Open Source Software. Donc, et aussi, on peut le mettre sur site ou sur cloud. Et il y a les extensions, on a fait un bon nombre d'extensions. Jenkins, qui est gratuit, donc feature licensing, donc la licence elle est OSS,
Donc on peut l'utiliser sur site ou sur le cloud et on a une forte extension de plugins. Donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est ces deux-là. On va faire par la suite une comparaison entre les deux et vous dire pourquoi on va utiliser Jenkins. Donc là, les deux options gratuites, c'est GitLab, CI/CD et Jenkins. Pourquoi on ne va pas utiliser GitLab? Le problème de GitLab, ok, c'est le suivant. Le GitLab Community Edition, parce que comme on a pu voir dans le tableau, il y en a deux versions sur GitLab. Voilà. Donc une version gratuite, c'est la version Community, et une version payante. Donc cette version Community Edition, elle n'est pas assez flexible. Elle n'est pas assez flexible qu'on le veut parce qu'elle ne permet pas d'utiliser le référentiel de contrôle de version qu'on veut. Et deuxième point, c'est ce qu'on a vu dans le tableau ici, c'est le nombre de l'extension est faible. Donc on ne peut pas intégrer tout ce qu'on veut parce que ça n'existe pas. Donc Jenkins, lui, c'est un outil gratuit comme GitLab CI/CD. Donc il est open source, les deux sont open source. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe depuis 15 ans, ok, et il dispose vraiment d'une communauté importante et active qui déploie constamment des nouvelles versions, des corrections de bugs, etc. Donc vous pouvez rapidement et facilement trouver de l'aide en ligne pour Jenkins. Donc vous pouvez chercher rapidement et trouver de l'aide. Et on peut l'utiliser sur site ou sur le cloud. Donc sur site, nous, ça nous intéresse énormément parce que c'est comme ça qu'on va tester. Donc ce qu'on va faire, on va créer une petite job, tout ça, on va faire ça dans les vidéos, suivantes. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la playlist Jenkins si cela vous intéresse. Mais on va tout expliquer comment faire ça dans les vidéos suivantes. Mais ce qui nous importe que nous, on peut le faire sur site. Donc on peut l'utiliser directement sur nos machines. Donc on n'a pas besoin d'une version cloud ou quoi que ce soit. Et il a vraiment une solide intégration de nouveaux autres outils tiers. Des plugins. On parle ici des plugins. C'est ce qu'on voit ici que voilà, Jenkins Automation Server, on a beaucoup de plugins, Advanced CI Automation. Donc ce qu'il faut comprendre, donc c'est Jenkins, c'est un outil qu'on va utiliser pour faire le continuous intégration, continuous développement. Donc lui, comme outil, il fait de l'intégration continue. Toutefois, avec tous les plugins et ce qu'on peut avoir, tous les plugins qu'on aura et toutes les fonctionnalités qui se sont ajoutées à Jenkins, on pourra faire toute la partie CI/CD en utilisant Jenkins avec les plugins et l'intégration des outils tiers. Donc cela conclut notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de voir la suite de nos vidéos.